Bonjour à tous et bienvenue pour cette grande vidéo. Voilà plus de 4 ans que j'attends de vous dévoiler cette folle théorie et nous y sommes enfin. Comme elle risque d'être très longue, j'ai décidé de la diviser en 2 parties. Car oui, Luffy étant le héros, il fallait bien ça pour réussir à déchiffrer son histoire et le mystère qui l'entoure. Dans cette première partie, on va revenir sur bon nombre de précédentes vidéos qui vont aujourd'hui se relier les unes aux autres. On abordera l'importance du dieu soleil qu'incarne Luffy à travers son fruit du démon et l'ultime pouvoir qui en résultera à la fin de l'œuvre. Celui menant notre capitaine à faire ses adieux à son équipage et à ce monde. En comprenant l'origine de Nika, on comprend alors les véritables origines et la naissance de Luffy. Mais surtout, le fait que ce garçon au chapeau de paille ne soit nul autre que le trésor du One Piece lui-même et du secret entourant l'ancien royaume. La seconde partie, quant à elle, reviendra sur le jeu de cartes cachées d'Oda et vous révélera enfin quel serait le rôle du D qu'incarne Monkey D. Luffy. Une grande théorie qui va donc découler doucement et prochainement à la fin des théories des nerfs. Après ces 2 vidéos, il n'en restera plus qu'une poignée pour clore définitivement cette chasse au trésor et vous dévoiler ce qu'est pour moi le One Piece. J'espère que vous me suivrez toujours dans cette fin d'aventure, alors n'hésitez pas à partager, laisser un like à cette vidéo pour me le montrer et à vous abonner pour ne surtout pas rater ces dernières vidéos. Je vous remercie sincèrement pour tout ce soutien et à présent, partons en quête de l'histoire manquante de One Piece, non pas celle du siècle manquant, mais bien celle de notre héros Monkey D. Luffy. Qui es-tu, Monkey D. Luffy? C'est la grande question que se pose le monde entier lorsqu'il apparaît. Un dieu, un élu ou un simple garçon souriant. Quel que soit le nom donné, tous voient en lui un symbole de liberté. Une liberté conférée grâce à son fruit du démon, le Hito Hitonomi modèle Nika, lui offrant la capacité d'augmenter la force et le degré de liberté du corps élastique de son utilisateur. Mais est-ce seulement le pouvoir de ce fruit qui fait de Monkey D. Luffy le légendaire guerrier libérateur des peuples esclaves? Dès les premières cases du premier chapitre, Luffy indique d'ores et déjà vouloir devenir pirate. Ces hommes forts capables de vaincre n'importe quel adversaire et voguant sur les mers librement. Le rêve de ce garçon est donc né bien avant d'avoir mangé ce fruit et a toujours été guidé par le titre d'homme libre, roi des pirates et non celui de dieu Nika. Et c'est ce qui fait de Luffy un être si spécial, si unique, démontrant que quoi qu'il possède, c'est bien son âme, sa personnalité qui le rend si libre. Alors qu'a-t-il bien pu arriver par le passé à notre chapeau de paille pour faire naître ses motivations? Le siècle manquant n'est pas le seul vide subsistant de One Piece. En effet, il existe une partie manquante du passé de notre héros, de sa naissance jusqu'à ses 7 ans. C'est pourquoi trouver cette partie manquante de l'histoire de Luffy pourrait tout simplement nous mener au secret du One Piece. C'est sur la mer la plus calme du globe East Blue que grandit le jeune Monkey D. Luffy, l'île de Down, là où se lève toujours le soleil. Un nom qui marquera l'importance de l'astre solaire pour débuter le récit de notre protagoniste, et qui sera le titre du premier chapitre à l'aube d'une grande aventure. Et c'est précisément ce premier indice qui peut nous mener aux véritables origines de Luffy et la raison du choix d'Oda à vouloir toujours l'associer au soleil. Car c'est sous cet astre brillant que se cache le secret derrière la naissance de ce jeune garçon. Ce qui nous ramène 3 ans en arrière, lorsque vous avez découvert pour la première fois ma théorie, Luffy, l'homme qui s'inspirait des dieux solaires. Nous avons voyagé dans de nombreuses cultures et mythes pour rassembler tous les dieux et symboles s'associant au soleil. Jésus au travers le coq et la cloche. Sun Wukong du conte chinois, l'illustre singe à l'origine de notre héros. Le Miho du bouddhisme est apparu à Wano. L'alchimie grâce à l'or, métal si symbolique du roi des pirates. Les fameux Aztèques et la légende des 5 soleils ayant inspiré les fresques d'Ener. Le dieu Ra égyptien symbolisant le scarabée, cet insecte ayant fait hésiter Luffy avec le One Piece. Ou encore la religion indo-iranienne avec le messie Mitra et sa fameuse invulnérabilité au poison. Tous ont pu aisément trouver une similitude chez notre héros. Aujourd'hui, cette théorie a bel et bien été validée. Il n'y a donc plus nécessité à prouver que Luffy est le dieu soleil, puisque son fruit du démon n'est autre que celui de Nika, le dieu soleil. Cependant, un fragment de cette théorie était manquant à l'époque, et certains d'entre vous l'avaient remarqué. Car oui, Luffy personnifie le soleil, mais quel intérêt à tout ça? Eh bien tout simplement car bon nombre de ces dieux solaires possèdent une particularité commune, celle d'être né d'un œuf, l'œuf à l'origine du monde.
Les dieux solaires sont nombreux et importants dans les mythes et religions. Pourtant, même si les époques et les pays diffèrent, ils parviennent à s'accorder sur un point. L'univers, dans sa forme primitive, fut représenté par un œuf. Cet œuf issu du chaos contiendrait tous les éléments nécessaires à la création du monde. Lorsqu'il se brisa, il libéra ces éléments pour faire naître la matière, l'espace-temps et donna naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui l'univers. Chaque mythologie a sa version, mais toutes se réunissent autour d'un élément commun, l'œuf cosmique, symbole de l'aube et du crépuscule. Ainsi, presque tous les dieux solaires que j'ai pu comparer à Luffy naquirent de cette manière. Sun Wukong, le héros ayant inspiré Sangoku de Dragon Ball, puis Luffy, n'est pas considéré comme un dieu solaire, mais bien né d'un œuf de pierre issu de la fusion de la terre et d'une goutte de sang d'un dieu. Ce héros de la pérégrination tire son origine des mythes chinois, dont est issue l'origine de l'œuf cosmique, où il prend le nom de Pangu. Retenez bien ce nom, il sera capital pour la suite de la vidéo. Le second dieu solaire que nous avons étudié fut Mitra, tiré de la culture perse. La légende raconte que ce dieu aurait surgi de l'œuf cosmique à l'origine du temps et engendré l'univers. Le troisième nous ramène à la religion aux côtés de Jésus de Nazareth. L'œuf est le symbole de la résurrection du Christ qui a fait naître la symbolique chasseuse de Pâques que nous célébrons chaque année. Enfin, le dernier dieu solaire fut celui de l'Égypte antique Ra. Certaines versions racontent que la Voie lactée aurait émergé des eaux sous la forme d'une colline de détritus. Et c'est sur ce monticule qu'un oiseau céleste aurait déposé l'œuf contenant Ra. Une drôle de coïncidence quand on sait que la seule montagne de détritus connue dans One Piece se trouve être au Great Terminal, un lieu symbolique puisqu'il marquera le tout début de l'enfance de Monkey D. Luffy. Ainsi, quels que soient ces dieux solaires, tous symbolisent l'œuf cosmique et dans son ensemble, le cosmos lui-même. Un détail troublant puisque croyez-le ou non, lorsqu'Oda a décidé d'attribuer des fleurs à certains de ses personnages, c'est justement le tournesol, la fleur se tournant toujours du côté du soleil, ainsi que le cosmos, qui ont été destinés à notre cher Luffy. L'œuf cosmique serait alors le véritable secret qui se cache derrière la naissance de cet enfant de la prophétie. Mais attendez, n'existe-t-il pas justement un œuf dans One Piece dont on ignore l'origine? Celui-là même qui se trouvait sur le légendaire navire du roi des pirates Goldie Roger. Oui, en effet, cet œuf ayant traversé le temps, les époques et la mythique île de Laftel reste un véritable mystère. Même si certains pourraient croire qu'il avait été confirmé être un roi des mers dans le magazine volume 3, ce n'est pas exactement ce qui avait été dit, mais qu'au vu de sa taille, il pourrait s'agir d'un roi des mers, puisqu'ils sont actuellement les seuls à notre connaissance à pouvoir être aussi gros. Alors je ne sais pas si on peut à proprement dire qu'il s'agisse de Luffy, car cet œuf semblait grandement lié davantage au climat, et donc se rapprocher d'une arme antique comme Uranus, dieu du ciel, puisque lors de la bataille d'Edward, une tempête s'est soudainement levée. Cependant, on ne peut pas écarter l'idée que cet œuf puisse se lier d'une certaine façon à Luffy, et si tel est le cas, alors ce serait tout simplement fou, car ça signifierait tout simplement que Luffy a en réalité déjà foulé la terre de Laftel, puisque cet œuf était sur l'Oro Jackson durant toute l'épopée du roi des pirates, et n'avait toujours pas éclos lors de la séparation de l'équipage. Cela vous paraît donc peut-être étrange d'imaginer que notre futur roi des pirates soit né de l'œuf d'or et incarnerait ainsi le cosmos dans son ensemble. Pourtant, on sait aujourd'hui qu'il existe bel et bien une race extraterrestre dans le monde de One Piece grâce au peuple lunaire Bilka. Bien sûr, tout ça paraît hallucinant, pourtant vous n'êtes pas au bout de vos surprises et c'est la deuxième partie de cette vidéo qui va pouvoir davantage vous convaincre. Le One Piece. Voici comment le peuple a nommé le trésor du grand Goldie Roger. Cet homme qui a écumé les mers et atteint la dernière île aurait laissé derrière lui le plus grand trésor de ce monde. Mais pourquoi l'ont-ils appelé le One Piece? Une pièce, un morceau. Telle est la grande énigme des pirates, telle est la grande énigme des fans que nous sommes. La quête d'une histoire perdue et antique, enfouie dans des stèles qu'on appelle les poneglyphes. Le récit capable de dévoiler la genèse de l'ancien royaume, là où tout a commencé. Voilà ce qu'était le One Piece pour le roi des pirates. Or, si Ichiro Oda s'inspire tant de l'histoire de notre monde pour nous raconter celui du vide de 100 ans, alors faut-il connaître l'origine de notre univers pour percer ce grand mystère. Parmi tous les dieux cités dans les mythes et légendes, l'un d'eux se distingue. Prajapati, le dieu né de l'œuf cosmique, né de l'œuf d'or.
Il apparaît dans les textes sacrés de l'Inde antique et fut décrit comme le grand dieu sacré des écrits hindous et créateur de l'univers, le père des dieux des Ashuras et dont sa fille personnifie l'aurore. Prajapati incarne ainsi le cosmos lui-même. Mais quel lien le cosmos a-t-il à voir avec le One Piece, me diriez-vous? Ce trésor est une véritable énigme éparpillée aux quatre coins du globe. Malgré que ce dernier s'entête sur les mers de Grand Line, il n'en demeure pas moins lié au cosmos dans son ensemble. Des armes antiques au nom de planètes comme Pluton et Uranus. Les hauts dirigeants de ce monde surnommés les 5 étoiles, des pirates appelés les supernovas, Rodstar traduit l'étoile polaire qui se trouve être la dernière île de Grand Line. Ce même Grand Line qui n'est pas sans rappeler l'image de la Voie lactée. Une race qui habitait autrefois la Lune et notre héros qui n'est nul autre que le dieu soleil lui-même. Oui, One Piece est bien une métaphore de notre galaxie, notre cosmos. C'est pourquoi s'intéresser à ce dieu Prajapati a toute son importance. D'autant lorsque l'on découvre comment il est identifié. Car on le nomme tout simplement le One, l'un. Un terme anodin qui ne fait peut-être pas encore grand sens pour vous, et c'est bien normal. Pourtant, ce terme One est tout bonnement le principe même de ce qu'est le One Piece, de ce qu'est Monkey D. Luffy. Alors, qu'est-ce que le One? Qu'est-ce que le principe de l'un? Dans les textes anciens de l'Inde, il est inscrit ceci. Au commencement, il n'y avait ni être ni non-être, ni ciel ni terre, ni rien qui soit au-dessus et en dessous. Quelles que soient les choses qui existaient, il y avait l'un primordial, auto-créé, autosuffisant par sa propre chaleur, ignorant de lui-même jusqu'à ce qu'il désire se connaître lui-même. Pour résumer courtement cette citation, dans ce vide abyssal qui était le cosmos, bien avant la création de toute chose, il y avait le One, le commencement de tout. Vous ne comprenez probablement pas tout du premier coup, et c'est bien normal, car il m'a fallu plusieurs mois pour arriver à déchiffrer correctement ce terme. C'est grâce au philosophe grec Plotin, celui à l'origine de cette notion, que nous allons comprendre davantage le lien existant entre ce One et notre One Piece à nous. Avant d'aborder cette conception philosophique, certains pourraient me dire pourquoi la philosophie se ramènerait dans One Piece. Ça va beaucoup trop loin. Mais moi je vous répondrai que c'est bien Oda qui amène ce débat dans son œuvre au travers la nature de son mystérieux trésor et de son héros Monkey D. Luffy. Le One Piece est certes un trésor physique, mais il tient une place philosophique dans le sens où cela vous offre la liberté. Cette liberté n'est ni monétaire ni matérielle, mais bien psychique, mentale. Le roi des pirates, Goldie Roger, a dit « Tant qu'il y aura des hommes qui aspireront à donner un sens au mot liberté, rien ni personne ne pourra les arrêter. » Le débat de toute cette œuvre se trouve bien ici. Quel est le véritable sens du mot liberté? Est-ce parce que vous êtes un roi, un dieu ou simplement une personne qui a un rêve et souhaite le réaliser? On l'a vu tout au long de l'œuvre, les ambitions de chacun ne font pas forcément de vous un homme libre, bien au contraire. Être un dieu comme Ener ou régner tel un roi comme Doflamingo ne vous rend pas plus libre pour autant. Or, le Phil-Oui est la parfaite définition de liberté, la définition même de ce que les philosophes appellent le One, le principe de l'un. Revenons donc au philosophe grec Plotin pour comprendre davantage le lien entre ce One et notre One Piece à nous. Car le point commun de ces deux termes est très simple. La volonté du One, la volonté d'être libre. Dans le 8e livre de Plotin, le principe de l'un est décrit comme suit. S'il existe quelque chose libre de toute multiplicité à unifier, c'est l'un lui-même, principe de toute unité et par conséquent de tout être. Plus loin, il est expliqué que le One ne se quantifie pas. On ne peut pas dire qu'il est destiné à être ci ou cela. Il l'est parce qu'il doit l'être et c'est tout. Les gens doivent attendre que leur roi leur apparaisse et n'affirmer de lui que ce qu'il est. Savoir qu'il n'apparaît pas comme une chose fortuite, mais comme le vrai roi, le vrai principe, le vrai bien. Il ne faut même pas dire de lui qu'il agit conformément au bien, mais qu'il est uniquement ce qu'il est. Il n'est donc pas conforme au bien, il est le bien même. Là où les dieux possèdent la toute-puissance, l'un possède la liberté absolue. Ce charabia qui a dû probablement vous donner mal à la tête se résume bien plus facilement dans la bouche de Monkey D. Luffy. Il ne souhaite ni être un héros, comme il le dit à Jinbei ou encore à Momonosuke. Il ne veut ni être un chef auquel on voue une servitude, comme à Dressrosa et ses 5640 hommes, et encore moins un dieu comme le voudrait son fruit du démon Nika. Même si elle incarne véritablement tout ça, on ne peut le définir ainsi, mais simplement comme le garçon souriant, rêvant de liberté, naviguant sur les mers, tel un pirate qui redonne le sourire aux gens qu'il croise. Sur cette route, il se bat pour ce qui lui semble juste et amène ainsi l'aube sur le monde. C'est ça le principe de la liberté. C'est ça la philosophie du One. Le One représente la liberté, faisant de vous le roi, tandis que celui qui gouverne tout n'est qu'un dieu. En atteignant ce trésor inestimable, Luffy deviendra le roi des pirates.
et atteindra ainsi le vrai sens du mot liberté. Là où le trône résidant sur la terre des dieux vous donne le pouvoir de gouverner le monde. Le One est la liberté, ce qui fait de vous un roi. Il s'oppose aux dieux, il s'oppose aux coutumes et traditions que nous avons pu voir jusque-là. Car le One, ou l'un en français, est tout simplement le concept même de la liberté et que l'on nomme la volonté du One, la volonté de l'un. Et Luffy est ce One. Luffy est le One Piece. On ne peut ni le considérer comme un héros, ni comme un chef qui gouverne, ou même comme un dieu, car sinon il ne serait plus le One. Le nommer ainsi, penser qu'il était destiné à l'être, ne ferait plus de lui le One, ne ferait plus de lui un homme libre. Et c'est exactement ce qu'est cet homme au chapeau de paille. Il ne veut pas être défini ou quantifié, et se tue à nous l'expliquer. Il ne veut pas de notoriété, il ne veut pas être important, il ne veut pas être glorifié pour ce qu'il a fait. Il veut simplement être le roi des pirates. Quand on comprend ça, on comprend alors le vrai sens du mot liberté. Je ne peux pas vous dire plus que ça car je pense que cette simple phrase résume entièrement ce qu'est ce grand trésor. Un trésor inestimable que peu d'hommes en ce monde parviennent à trouver. Comme on l'a vu, l'œuf cosmique semble ne former qu'un avec Luffy, faisant de lui le One. Cette notion cosmique est très importante puisqu'elle va nous mener à l'évolution du fruit mythique Nika et le pouvoir qui en émanera de lui à la fin de l'œuvre. Car oui, à présent que son fruit s'est éveillé et que Joy Boy est apparu au son des tambours, une toute nouvelle dimension s'ouvre à nous. Certes, notre héros est venu à bout du légendaire dragon des cieux grâce à son Gear 5, mais non sans peine. Sa maîtrise est encore approximative et il ne peut tenir cette forme qu'un court laps de temps. Or, Kaido n'était pourtant pas le dernier grand ennemi que Luffy devra affronter. Il reste encore un long chemin à parcourir pour clore l'épopée du Hito Hitonomi modèle Nika. Ce qui va nous ramener à une très vieille théorie qui était inachevée à l'époque et ceci volontairement. La forme finale du Haki des rois, l'éveil du chakra de la couronne. Alors pourquoi revenir sur cette théorie? D'une part, car une partie de cette vidéo s'est confirmée grâce au dernier chapitre. Et d'autre part, car c'est aujourd'hui que nous allons découvrir l'intérêt du tout dernier chakra, le pouvoir final que va atteindre Luffy. Pour comprendre, revenons rapidement sur les points essentiels de cette théorie. Dans One Piece, il existe ce que l'on nomme le Haki, aussi appelé Ryuo ou mantra, selon les pays et se divise sous trois formes: observation, armement et celui des rois. Ce pouvoir était une énergie comparable à celle du Chi, Ki en chinois, et qu'on appelle en sanskrit le chakra. Ces chakras se composent donc de 7 niveaux d'énergie que je comparais à l'évolution de notre cher Monkey D. Luffy et aux étapes qu'il a dû endurer. Luffy débloqua le premier chakra en affrontant ses peurs et dépassant ses limites face à Kuma après avoir vu ses Nakama disparaître un à un sur Sabaody. Le deuxième, troisième et quatrième chakra furent débloqués grâce à l'aide de Jinbei. Luffy devait se pardonner à lui-même d'avoir échoué à sauver ses amis et son frère Ace. Accepter et laisser la douleur s'en aller car ses Nakama vivaient toujours au fond de son cœur. Restait alors le 5e, 6e et 7e chakra qui n'étaient à mes yeux pas encore apparus dans l'œuvre. Le 5e chakra correspondait à celui du son et pour le débloquer, il fallait que Luffy meure pour s'éveiller au travers son Gear 5 et ainsi apparaître comme l'élu de la prophétie Joy Boy. Aujourd'hui, vous le savez, c'est précisément ce qu'il s'est produit. Le chakra du son était celui des tambours dont l'éveil de son fruit révéla Joy Boy. Cette théorie a donc été validée jusque-là et c'est pourquoi il est à présent temps de découvrir quels seront les deux dernier chakra que va développer Monkey D. Luffy. Le 6e était consacré à la capacité de connaître l'histoire du monde et que je mettais donc en parallèle à celle du siècle manquant. Une étape qui se précise peu à peu puisqu'après Wano, Oda l'a dit, sa prochaine route sera celle de Laftel. Atteindre cette île pourrait accroître sa capacité à entendre la voix de toute chose, car jusque-là, il n'a jamais été en mesure d'entendre véritablement les poneglyphes à l'image de Roger. Débloquer ce chakra pourrait alors lui permettre de réaliser cet exploit. Ce qui nous mène au tout dernier et ultime chakra, celui de la couronne. C'est la symbiose et le contrôle parfait du corps et de l'esprit. Il est le siège de l'énergie cosmique. C'est donc celui que je mettais en parallèle à la maîtrise parfaite du Haki des rois. Celui-là même qu'utilisera Luffy dans son tout dernier combat face au gouvernement et Barbe Noire. Mais par quel moyen pourrait-il l'atteindre? Ce tout dernier chakra se nomme le chakra de la couronne, l'objet symbolique qui fait de vous un roi. Ce roi que deviendra Luffy après avoir atteint Laftel. Mais
ce chakra est avant tout le siège de l'énergie cosmique pure, ce même cosmos que nous avons longuement étudié tout au long de cette vidéo. En débloquant ce fluide, Luffy sera alors en symbiose parfaite avec le cosmos, ne formant qu'un avec lui, formant le One Piece. Et pour y arriver, il se devra de renoncer à tous ses attachements terrestres, renoncer à lui-même. C'est seulement à cet instant précis que Monkey D. Luffy aura atteint son plus grand rêve, celui d'être un homme libre. Mais imaginez Luffy sans ses nakamas et tout ce qui fait de lui notre héros au chapeau de paille semble fou et insensé, me diriez-vous. Pourtant, cette fin marquerait là toute la symbolique du rêve de Luffy, à l'image de l'homme qui l'inspira, Goldie Roger. Après avoir atteint son ultime but, il abandonna tout ce qui le rattacha à cette vie, son trésor, son équipage et même sa femme et son fils. Il s'est rendu à la marine tel un homme libre, tout en ayant promis à son équipage que quoi qu'il arrive, il ne mourra pas. Pourtant, Goldie Roger a bien été exécuté sur Locktown des mains de la marine. Mais quand croyez-vous qu'un homme meurt? Quand il se prend une balle en plein cœur? Non. Quand il est atteint d'une maladie incurable? Non. Un homme meurt lorsque son souvenir tombe dans l'oubli. Aujourd'hui, Goldie Roger est entré dans la légende et a lancé l'âge d'or à travers la plus grande chasse au trésor que le monde ait connue. Sa vie et sa mort furent mémorables, mais c'est en se souvenant de cet homme libre que Goldie Roger ne mourra jamais aux yeux du monde. Ce trésor qu'il a laissé sera à présent entre les mains de Monkey D. Luffy, qui devra, comme son prédécesseur, quitter le devant de la scène et léguer à son tour cet héritage aux générations futures. Voilà pourquoi Luffy fera ses adieux au monde. Il disparaîtra en symbiose avec son corps et son esprit. Mais où qu'il soit, il sera toujours là pour réchauffer le cœur de ses amis, tel le soleil qu'il incarnait. Il obtiendra sa couronne en ayant l'esprit libre. Telle était sa volonté, tel était le véritable sens du mot liberté. Nous arrivons à la dernière partie de cette théorie. Si vous pensiez être surpris jusque-là, alors asseyez-vous bien car ce qui va suivre risque de vous laisser bouche bée. À présent que vous connaissez le vrai rôle de Luffy et ses origines, il est temps de vous dévoiler son lien avec l'Ancien Royaume. Cette nation, disparue tragiquement sans qu'on ne sache ni comment ni pourquoi, était grandement liée à un homme appelé Joy Boy. Aujourd'hui, l'éléphant millénaire Zunesha a reconnu en Monkey D. Luffy ce garçon joyeux, son ancien compagnon. Alors qui est-il vraiment et quel était cet ancien royaume qu'il semblait habiter? Pour le découvrir, revenons au tout début de cette théorie. Je vous avais cité plusieurs dieux solaires qui naquirent chacun d'un œuf. Parmi eux, il existait Pangu, un nom que je vous avais demandé de bien retenir. À présent, découvrons son histoire pour comprendre ce qui l'unit à Luffy. Pangu est un être géant cosmique légendaire issu de la mythologie chinoise. Il fut le premier être sorti du chaos originel. Au début des temps, il n'y avait ni terre ni ciel. L'univers était un miasme obscur et vide. Pangu naquit et demeura endormi durant 18 000 ans. Lassé de ce sommeil éternel, il se réveilla pour changer cet univers ténébreux en un univers lumineux. Il n'était cependant pas immortel et c'est ainsi qu'à sa mort, chaque partie de son corps créa le monde. Son souffle devint vent et nuages, sa peau devint terre et montagne, son sang devint rivière et mer, ses yeux devinrent soleil et lune, formant ainsi la terre où vivent les hommes. Le monde fut ainsi né de Pangu, ce dieu dont le nom se traduit tout simplement Pangea, signifiant toutes les terres. Un terme que l'on connaît bien dans One Piece, puisqu'il s'agit du nom donné au château de Marigeoise, trônant au centre du monde. La Pangée est symbolique, puisqu'elle a été ma toute première théorie des nerfs. À cette époque, je vous disais que l'ancien royaume représentait ce supercontinent et que son seul océan était All Blue. Cette contrée formait alors une seule pièce, le One Piece. Selon moi, après la Grande Guerre d'il y a 800 ans, l'unique terre de l'ancien royaume se serait disloquée pour former les îles que nous connaissons aujourd'hui, telles que Jaya, Dressrosa ou encore l'île des hommes-poissons. À présent, si nous rassemblons la légende autour de Pangu ayant formé le monde des humains à celle de l'ancien royaume représentant la Pangée, alors nous pourrions imaginer la véritable apparence de cet empire légendaire. La silhouette de Luffy. Cette même silhouette que l'on retrouve au centre du logo One Piece et qui n'est autre que le nom de ce trésor. Oda aurait alors imaginé à la fois un clin d'œil au véritable libérateur du monde, ainsi que le plus grand puzzle des mers que Nami devra reconstituer.
car en cartographiant toutes les îles du monde et en les rassemblant, on y retrouverait le One Piece. Une seule pièce du monde symbolisée par l'image de son capitaine Monkey D. Luffy, l'image de l'humanité. Ce trésor appelé One Piece, qui se dit en japonais Hitotsunagi no Daiho et qui signifie tout simplement le trésor de la combinaison humaine. Si cette théorie se révèle exacte, alors l'union de l'île de Jaya à celle de Skypiea était en réalité le tout premier indice qu'Oda nous aurait donné pour débuter cette quête. Le plus grand foreshadow de l'histoire révélant à la fin de l'œuvre un squelette humain en guise de carte, pour former l'Apangée, l'ancien royaume, entouré de son seul océan, All Blue, où cohabiteraient ainsi toutes les races sur une seule et même terre. Et c'est malheureusement maintenant que la vidéo se termine. J'espère sincèrement que vous l'aurez apprécié parce que c'était l'une des théories les plus difficiles que j'ai eu à écrire. Si vous l'avez apprécié, pensez à mettre un petit cœur de soutien en commentaire parce que ça permet vraiment d'être boosté à bloc pour faire les vidéos. Nous on se dit à bientôt pour la partie 2 avec la fin des théories des cartes. Et en attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine ou un bon week-end. Et comme toujours, prenez bien soin de vous.